les objets du cosmos, Les planètes, Les étoiles, les galaxies. les trous noirs sont de loin les plus étranges, les plus mystérieux et les plus puissants. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus stupéfiant dans l'univers. ils peuvent avaler une étoile tout entière. Quel périple! Il existe dans l'univers des objets apocalyptiques. Des engins de destruction aussi menaçants que mystérieux. Les trous noirs. Mais au cours des décennies suivantes, les physiciens percent les secrets de l'atome et découvrent comment la fusion des atomes alimente les étoiles. C'est la fusion nucléaire. Une hypothèse voit le jour. Et si les trous noirs avaient pour origine les étoiles? Mais il faudrait que les étoiles en question soient colossales. Les étoiles naissent en essaim, avec toute une variété de tailles et de masses. Il y a des milliers de petites étoiles, et quelques grosses, incroyablement massives. Les étoiles sont similaires à des êtres vivants. Comme nous, elles ont des cycles de vie. C'est en étudiant le cycle de vie des étoiles que dans les années 30, deux visionnaires, Subrahmanyam Chandrasekhar et Robert Oppenheimer, découvrent que les étoiles les plus massives ont une mort très différente des plus petites. Le cycle de vie d'une étoile dépend de sa masse. C'est la masse qui détermine ce qui arrivera lorsque l'étoile aura consommé tout son hydrogène. Toutes les étoiles commencent par brûler de l'hydrogène, l'atome le plus léger. La fusion des atomes d'hydrogène produit de l'hélium, puis des éléments plus lourds. La force de gravité cherche à écraser la masse de l'étoile, mais la quantité colossale d'énergie libérée vers l'extérieur par la fusion empêche l'étoile de s'effondrer. Les étoiles sont stables parce que la pression vers l'extérieur due à la fusion nucléaire est contrebalancée par la force gravitationnelle. Les petites étoiles ne peuvent pas fusionner d'éléments plus lourds que l'hélium. Mais chez les plus massives, la fusion se poursuit pour former des atomes de plus en plus lourds, jusqu'à l'élément fer. Le fer est un élément si massif. Son noyau contient tellement de protons que sa fusion ne produit plus d'énergie. Le fer est une voie sans issue pour les étoiles, car la fusion d'atomes plus lourds consomme davantage d'énergie qu'elle n'en produit. Et sans cette énergie pour alimenter l'étoile, il n'y a plus rien pour contrer la gravité. La gravité triomphe et l'étoile s'effondre sur elle-même. Très rapidement, des milliers de milliards de tonnes de matière se compactent, viennent heurter le noyau très dense de l'étoile et rebondissent. Les couches extérieures sont expulsées en une explosion cataclysmique. Une supernova. Qui dit masse, dit gravité. Lorsque le cœur de l'étoile est très massif, rien ne peut stopper la gravité. Il n'existe aucune force capable d'empêcher l'effondrement en un point infiniment petit. La force de gravité écrase le noyau de l'étoile et réduit son diamètre jusqu'à comprimer sa masse en un point infiniment petit. Un trou noir. C'est ce que dit la théorie. Mais bon nombre de physiciens restent sceptiques. Einstein, Eddington et tous les éminents astrophysiciens des années 30 à 50 ne croyaient pas à l'existence des trous noirs. Pour eux, ce n'était qu'une solution à une énigme mathématique. Il a fallu du temps pour qu'on se décide à chercher des trous noirs. Il faudra attendre les années 60
pour que l'idée selon laquelle une supernova peut créer un trou noir soit enfin prise au sérieux. C'est le physicien John Wheeler, enseignant à Princeton et autrefois lui-même sceptique, qui affuble ces objets invisibles d'un nom qu'il emprunte à l'histoire, le trou noir. Le terme trou noir vient d'Inde. C'était le nom d'une prison tristement célèbre de Calcutta. Mais personne n'a encore jamais détecté la moindre preuve d'un trou noir. Puis, en 1967, une étudiante en thèse, Jocelyn Bell, découvre une étrange et minuscule étoile morte qui émet une très faible lueur. Une étoile à neutrons. Reste froid de l'effondrement d'une étoile, l'étoile à neutrons conforte les astronomes dans l'idée que les trous noirs, vestiges d'étoiles beaucoup plus massives, pourraient également exister. 50 ans après la démonstration de l'existence théorique des trous noirs par Karl Schwarzschild, les scientifiques ont identifié un mécanisme qui pourrait être à l'origine de leur formation. La mort d'étoiles massives. Les supernovas, ces gigantesques explosions d'étoiles très massives, créent les trous noirs. Toute étoile dont la masse équivaut à environ 10 fois la masse du Soleil ou plus finira en trou noir. Notre galaxie regorge de petits trous noirs stellaires, cadavres de plusieurs générations d'étoiles disparues. À quoi ressemblent ces cadavres stellaires invisibles? Imaginez que j'explore l'espace à bord d'un vaisseau spatial doté d'une technologie très avancée me permettant d'approcher un trou noir dans notre voisinage galactique. Celui-ci n'est pas très important. 10 masses solaires seulement. 10 fois la masse de notre Soleil. Comme tous ses semblables, il possède un horizon des événements qui délimite la zone d'obscurité. C'est la frontière découverte par Karl Schwarzschild, la région où la gravité est si forte que plus rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Et c'est là que nous nous rendons. À notre approche, des phénomènes étranges se manifestent. Regardez les bords du trou noir. Les étoiles plus distantes se déforment et s'étalent en un cercle. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. La force de gravité du trou noir est si intense qu'elle courbe les rayons lumineux. C'est pourquoi un simple point de lumière, comme une étoile, nous parvient brièvement sous la forme d'un cercle autour de l'horizon des événements. Je m'enfonce dans le puits gravitationnel du trou noir. Et nous allons bientôt en ressentir les effets. L'intensité de la force gravitationnelle ralentit le temps. Du point de vue d'un observateur sur Terre, je semble ralentir. Mais de mon point de vue, c'est le temps sur Terre qui accélère. Imaginons que je cherche à m'approcher davantage en effectuant une sortie extravéhiculaire. La manière dont le trou noir ralentit le temps va encore s'intensifier. Pour illustrer ce ralentissement, je vais allumer un stroboscope. Il clignote une fois par seconde. D'ici, je distingue l'horizon des événements qui se rapprochent. Ma lampe clignote normalement. Mais si vous me regardez depuis le vaisseau, plus j'approche du trou noir et plus je semble ralentir. Il y a maintenant un temps infini entre deux flashs. On dirait que je suis quasiment immobile. Alors que pour moi, tout est normal, même lorsque j'atteins l'horizon des événements.
Si l'on patientait suffisamment, quelques millions ou milliards d'années, mon vaisseau me verrait finalement disparaître. À tout jamais. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Personne ne le sait. Et même si je le découvrais, je ne pourrais jamais revenir vous le dire. Mais une chose est sûre. Si de l'extérieur les trous noirs ne sont qu'un puits obscur, à l'intérieur, c'est tout le contraire. Je suis ébloui par la lumière de la galaxie qui a été aspirée derrière moi, et c'est la toute dernière chose que je verrai. Car malheureusement, mon aventure s'arrête ici. Maintenant que j'ai franchi l'horizon des événements, je chute vers le centre, là où est concentrée toute la masse du trou noir. Mon corps commence à être étiré. Alors que je tombe, l'effet de la gravité devient plus grand à mes pieds qu'à ma tête, et mon corps continue à s'étirer. Il va devenir aussi fin et long qu'un spaghetti. Puis il se désagrégera en particules élémentaires qui seront elles-mêmes comprimées en un point infiniment petit. C'est ce qu'on appelle la singularité. Ici, toutes nos connaissances sur l'espace et le temps sont pulvérisées. Mais peut-être que ce trou noir, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas les 65 km, est en son sein aussi vaste que l'univers. Et peut-être qu'en bout de course, mes particules iront nourrir la soupe primitive d'un nouveau commencement. Voilà en théorie ce qui se passerait si nous pouvions explorer un trou noir. Mais comment en être sûr? Comment étudier ce que l'on ne peut pas voir? On peut toujours étudier un phénomène, même lorsque celui-ci n'est pas directement observable. Prenez le Yankee Stadium. Que se passe-t-il à l'intérieur? Y a-t-il un match? Je ne vois pas le terrain, et encore moins les joueurs, les battes ou les balles. Mais je peux observer l'agitation qui règne autour du stade. Il se passe manifestement quelque chose. Ça semble évident, mais je peux en apprendre beaucoup rien qu'en observant les abords du stade. Et ces gens m'ont tout l'air de supporters. Eh bien, voilà comment on étudie les trous noirs, en observant les effets qu'ils produisent sur leur environnement. Quels sont ces effets? Comment un trou noir trahit-il sa présence? Juste avant la Seconde Guerre mondiale, deux découvertes majeures viennent bouleverser l'astronomie. En 1931, Karl Jansky, ingénieur au laboratoire Bell, détecte de mystérieuses ondes radio provenant du fin fond de l'espace. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En installant des compteurs Geiger sur des missiles pris aux Allemands, des chercheurs découvrent que les rayons X abondent dans le cosmos. Ces avancées fournissent aux astronomes de nouveaux outils qui vont révolutionner la chasse aux trous noirs et étendre de manière spectaculaire notre perception de l'univers. Nos yeux ne perçoivent qu'une portion très étroite du spectre électromagnétique. Si on déroulait le spectre électromagnétique sur le pont de Brooklyn, le segment visible mesurerait moins d'1 mètre de long. Le rayonnement électromagnétique contient des ondes de fréquences très diverses. Les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La radioastronomie et les rayons X nous ont ouvert le ciel et nous ont permis de détecter des objets pâles ou invisibles émettant une énergie colossale auparavant insoupçonnée.
Les chercheurs ont découvert que l'univers était très différent de ce qu'ils observaient en lumière visible. Bien plus violent et plus actif. Si dans le spectre visible, une galaxie peut sembler paisible, aux rayons X, elle bouillonne d'activité. Les astronomes se sont rendus compte que la voûte céleste, qui paraissait si tranquille, si calme, et dépourvue de la moindre activité hormis le mouvement des planètes, était en réalité chaotique. Les rayons X sont situés sur la portion la plus énergétique du spectre. Mais d'où vient cette énergie? Une chose est sûre, quelle qu'en soit la source, elle est invisible pour les télescopes optiques ordinaires et très chaude. Les rayons X sont émis par des objets dont la température atteint plusieurs dizaines de millions de degrés. L'une des premières sources de rayons X à attirer l'attention des astronomes s'appelle Cygnus X1. Cygnus, la constellation du Cygne. X pour source de rayons X et 1 parce que c'était la première. En 1970, Paul Murdin est un jeune astronome anglais qui tente de décrocher son prochain poste. J'étais chercheur à l'université. Mon contrat de 3 ans arrivait à son terme et je me suis dit, comment faire avancer la recherche sur ces objets? L'astronome travaille dans un château du XVe siècle entouré de télescopes. L'Observatoire royal de Greenwich. À l'aide du plus grand télescope d'Angleterre, il explore la région de la constellation du Cygne. Il décide de chercher des paires d'étoiles. On les appelle des étoiles binaires. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont très répandues. Bon nombre des étoiles visibles, peut-être la moitié, sont binaires, orbitant par paires sous l'effet de la gravitation. Paul Murdin s'interroge, existe-t-il des systèmes binaires où une seule des deux étoiles est visible? Je me suis dit qu'il existait peut-être des systèmes composés d'une étoile ordinaire qui émettait de la lumière et d'une autre étoile qui émettait des rayons X. Les étoiles binaires sont reconnaissables au fait qu'elles orbitent l'une autour de l'autre. Paul Murdin se met donc en quête d'une étoile visible montrant des signes de mouvement. Par moment, elle vient vers vous, par moment, elle s'éloigne. Par moment, elle vient, par moment, elle s'éloigne. Lorsque l'étoile se rapproche, sa lumière semble plus bleue, car sa longueur d'onde diminue. Et lorsqu'elle s'éloigne, elle semble plus rouge, car sa longueur d'onde augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Après avoir observé les variations de couleur de centaines d'étoiles dans la constellation du Cygne, l'astronome repère une candidate potentielle. Une étoile dont la luminosité varie, signe qu'elle se déplace. C'était clairement une étoile binaire, une étoile double. Elle se déplaçait et sa période de révolution était de 5,6 jours. Mais l'objet autour duquel elle tourne est invisible. Il n'y avait aucune trace sur le spectre d'une seconde étoile. On avait bien la première étoile, mais pas la seconde. Paul Murdin a trouvé un système binaire dans lequel une seule étoile est visible. Le second objet émet des rayons X, possède une masse et une gravité suffisantes pour entraîner la rotation d'une étoile, mais n'émet aucune luminosité. Pourrait-il s'agir du cadavre d'une étoile suffisamment massive pour avoir donné un trou noir? Pour savoir si Cygnus X1 était bien un trou noir, il fallait mesurer la masse de cette source de rayons X. Et cette masse doit être importante, au moins 3 fois celle de notre Soleil. Sinon, cela signifie que Paul Murdin a simplement trouvé une étoile à neutrons. Une étoile morte très dense, mais pas suffisamment pour former un trou noir.